Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la magie de la télé Global Télévision GTV. Bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition de la semaine dont voici les titres. Au Sénégal, ce samedi était marqué par l'opération Setal Suñu Réew lancée par les nouvelles autorités pour inciter tous les Sénégalais à nettoyer les lieux publics le premier samedi de chaque mois. Le ministre Balla Moussa Fofana a présidé celle initiée à Keur Massar ce samedi 7 septembre. Vous l'entendrez dans ce journal. Le Magal Thiéyène Jolof, lieu historique où Cheikh Ahmadou Bamba était en résidence surveillée de 1907 à 1912 et prévu ce 7 janvier 2025. Le comité d'organisation est déjà sur le pied d'œuvre et compte sur les autorités pour régler les problèmes d'eau et d'électricité dans la zone. À suivre aussi dans cette édition. Et puis la coalition d'insurgés menée par les islamiques radicaux a annoncé dimanche être entrée dans la capitale syrienne après une offensive fulgurante à travers le pays, faisant fuir selon eux le président Bachar el-Assad. Les détails avec Aïssa Touba en fin de journal. Tels sont les titres, tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre Balla Moussa Fofana a présidé ce samedi la journée nationale Setal Suñu Réew à Keur Massar. Maître d'œuvre de cette 7e édition, il a salué l'implication de tous les acteurs. Il se réjouit de la bonne coordination de cette édition dont le thème est Ensemble pour des quartiers propres et embellis. Il magnifie aussi l'implication du secteur privé. Voici le ministre, il est au micro de Mansour Diassé. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la propreté de nos villes, de nos quartiers, de nos villages et de nos espaces publics. La gestion des espaces publics demeure une priorité pour former l'image de nos villes conformément aux objectifs de l'agenda de transformation systémique. Je n'ai nullement besoin de démontrer que l'insalubrité et l'occupation anarchique de certains espaces publics constituent des défis majeurs. En instituant cette journée, chaque premier samedi du mois, le chef de l'État entend impulser une prise de conscience individuelle et collective à travers une mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour l'amélioration du cadre de vie. Je me réjouis de la bonne coordination de cette édition dont le thème Ensemble pour des quartiers propres et embellis et le slogan Gox yu set te taaru, qui traduisent à bien des égards cette vision holistique du cadre de vie. Je voudrais saluer la mobilisation exceptionnelle sur l'étendue du territoire national des agents de la Direction générale du cadre de vie, de la SONAGED, de l'administration déconcentrée, des collectivités territoriales, des populations et des partenaires. Je tiens particulièrement à remercier l'armée nationale, la gendarmerie et le génie militaire pour leur implication exceptionnelle. J'invite les entreprises à l'inclure dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise, l'amélioration du cadre de vie à travers l'aménagement d'espaces publics et le soutien aux initiatives de promotion de la propreté. Installée tout récemment, la nouvelle équipe du Haut Conseil du dialogue social a tenu à saluer la 35e assemblée plénière dont le thème est l'appropriation du nouveau référentiel des politiques publiques par les mandats tripartites du dit Conseil. La rencontre va permettre la préparation de la 36e assemblée du Haut Conseil du dialogue social. Le nouveau président pense apporter des nouvelles directives qui seront conformes au référentiel 2050 opté par les nouvelles autorités étatiques. Mamadou Lamine Dianté est le président du Haut Conseil du dialogue social. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants depuis Mbour, Assousso Ousmane Bitey. Ce cadre stratégique va amorcer sa dernière année qui va coïncider avec la mise en œuvre du nouveau référentiel des politiques publiques présenté par le pouvoir, les nouvelles autorités. Nous avons estimé qu'il faut nécessairement que nous puissions aller dans le sens d'aligner le cadre stratégique d'intervention que nous allons adopter très prochainement aux orientations du nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal, à savoir l'agenda de transformation, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Parce que
évidemment, nous sommes dans un contexte particulier. Nous avons une institution tripartite où siège de façon équitable. Nous sommes chargés donc de la promotion de la démocratie sociale et du développement et du dialogue social. Dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas faire autre chose que de nous aligner sur les orientations des pouvoirs publics pour que nous puissions conduire à bien nos missions. Et c'est pourquoi donc nous avons voulu dans un premier temps nous approprier ce nouveau référentiel avant, au cours de la 36e assemblée plénière, aller dans le sens donc d'adopter un nouveau référentiel. Nous restons toujours à Saly, cette fois-ci avec la société sénégalaise d'ORL qui a tenu ce vendredi à Saly son 32e congrès dont les thèmes la réhabilitation en laryngologie, la réhabilitation auditive et les cancers de cavité buccale. Une occasion pour les spécialistes de revenir sur les nombreuses pathologies et problèmes qui tournent autour des traitements des maladies comme le cancer, la surdité, etc. Compte rendu à Soso Ousmane Bité. La société sénégalaise d'ORL a tenu ce vendredi à Saly son 32e congrès national qui porte sur la réhabilitation en laryngologie, réhabilitation auditive et cancer de la cavité buccale. Des précisions avec le vice-président de la SS-ORL. Pendant ces 2 jours, nous n'aurons pas que des communications orales et affichées. Nous aurons 3 ateliers qui vont porter sur la réhabilitation auditive, la réhabilitation en laryngologie et les cancers de la cavité buccale. Il est sorti de cette conclave que les pathologies de cette spécialité d'ORL sont aussi nombreuses que problématiques. On ne peut pas estimer la fréquence des cas de patients sourds au Sénégal, mais ils sont très nombreux. L'exemple que je peux vous donner, quand on organise des séances de dons, mais nous nous retrouvons avec des milliers de patients qui ont besoin de ces appareils. Compte tenu de la forte demande des populations, la ville de Touba s'en sort bien avec 5 ORL qui s'occupent des cas de cancer. À Touba maintenant, il y a pratiquement 5 ORL qui sont résidents, c'est-à-dire qui ont été déjà affectés là-bas. Parce que maintenant, il y a 3 structures qui comportent des services ORL. Donc on peut dire qu'au Sénégal, bon, ce n'est pas encore suffisant, mais au moins Touba est beaucoup plus loti que les autres régions. Au Sénégal, pour une population de 18 millions, seuls 100 ORL sont disponibles, une déficience qu'il faudrait combler au plus vite afin de limiter les cas de décès. Revenons à présent à Dakar, la capitale, plus précisément à Dakar Plateau, avec le maire qui a remis à 3 structures sanitaires ce samedi 7 décembre 2024 un don de médicaments d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Alioune Ndoye perpétue ainsi une tradition inscrite dans son agenda annuel pour aider les plus démunis. Dans cette perspective, l'édile de Dakar Plateau prévoit aussi d'autres dons scolaires et aux subventions des lieux de culte, entre autres. Comme nous signé Amsatou Gano Sérignan. Un don de médicaments estimé à 20 millions de francs CFA destiné aux soins des plus démunis à 3 structures sanitaires, une habitude perpétuée par le maire Alioune Ndoye de Dakar Plateau. C'était en présence des chefs religieux et des anciens agents municipaux. Aujourd'hui, dans une tradition de la commune, depuis fort longtemps, chaque année, en tout cas, ce don est fait. C'est une forme de subvention que nous donnons aux structures de santé, qui sont 3, les 2 postes de santé, Rafenel et Sandial, et le centre de santé qui sont rattachés à la commune. Donc chaque année, nous leur demandons de faire l'expression de leurs besoins au niveau des médicaments. Et nous procédons à ces acquisitions auprès de la pharmacie nationale d'approvisionnement pour donc aider les postes dans les prestations. Hormis le don de médicaments, le maire prévoit la semaine prochaine d'autres actions telles que la remise de fournitures scolaires qui a été entamée au début de l'année scolaire et des subventions des lieux de culte. J'ai cité tout à l'heure que dans cette semaine-là, nous allons également donner des fournitures scolaires à nos écoles. Nous le faisons chaque année. L'époque où on le fait n'est pas tardive parce que nous donnons des quantités suffisantes pour permettre aux écoles d'avoir toujours à l'ouverture un stock leur permettant de faire leur ouverture. Nous allons également libérer les subventions au lieu de culte dans cette semaine. Au
Sénégal, chaque année, des médicaments illicites sont saisis et incinérés par les services d'hygiène. Pour le maire Alioune Ndoye. Non, ça, je pense qu'il y a des structures de l'État qui sont responsables de ça, notamment le ministère de la Santé, mais également le service d'hygiène, etc. Donc, et je sais que des efforts sont faits de ce point de vue-là. Et actuellement, je pense que c'est une sorte de tolérance zéro qui est pratiquée à ce niveau. Le réseau international des Amazones leader RIAL a tenu une conférence de presse ce samedi 7 décembre 2024 à son siège. L'ordre du jour était l'évaluation des activités 2023-2024, élaboration du plan d'action annuel 2025, autrement dit les réalisations et perspectives du réseau. La présidente Ngone Fall, que je vous propose d'écouter au micro de Djibril Niane et Vie Ndiaye. Tout au long de cette année, on a réalisé, du moment que le réseau RIAL roule pour pratiquement 2 objectifs. Le premier, c'est l'autonomisation de la femme, qui nous permet de faire des cotisations mensuelles, en plus qui nous permet aussi de faire des activités génératrices de revenus, par exemple des maraîchages, d'autres font l'agriculture, d'autres font des céréales locales, fabriquent des céréales locales. C'est ce qui nous a permis d'avoir un grand champ que nous devons vraiment, ça fait partie des perspectives. Donc pour les réalisations, les femmes roulent pour ça, parce qu'avant d'aider quelqu'un, il faut d'abord être autonome pour pouvoir aider quelqu'un. Deuxième objectif, c'est le social que nous faisons, qui est un social très important, c'est-à-dire le fait d'aider les orphelinats du Sénégal, où on n'a visé aucun objectif à part l'acte humain que nous faisons. Parce que personne n'aide les orphelinats à part quelques-uns de part et d'autre, mais le RIAL prend ça en charge comme un fardeau annuel. Chaque année, on réunit nos sous que nous avons, le peu qu'on a, pour donner de nourriture aux orphelinats du Sénégal. On n'a pas eu de rubrique qui est destinée particulièrement aux orphelinats du Sénégal. Mais il y a une rubrique pour la petite enfance, ainsi de suite. Mais les talibés, il y a des rubriques vers cela. Mais le fait de dire que nous, on aide les orphelinats, uniquement les orphelinats, là, c'est RIAL qui le fait en premier lieu ici au Sénégal et on continuera de le faire, Inch'Allah Rabbi. On n'a pas de partenaire. Présentement, on travaille parce qu'on est très nombreuses, Inch'Allah, 6800 personnes. Si chaque personne cotise 1000 francs, c'est de l'argent. À plus forte raison que c'est des dames qui ne roulent que du social pratiquement. Si un orphelinat nous appelle pour nous dire qu'ils ont besoin de quoi que ce soit avant le lendemain, tout sera réglé dans les heures qui suivent. Donc je les remercie de passage de leur humanisme, je les remercie de passage par leur acte qui est très noble, qu'on ne vise rien du tout à part le bénéfice divin. Je l'avais annoncé dans les titres, Tcheyen Djolof, un des sites historiques du mouridisme où le cheikh fut envoyé pendant 5 ans, va célébrer son Magal au mois de janvier 2025. Pour bien préparer cet événement, le comité d'organisation a rencontré la presse ce samedi. Ils ont soulevé quelques problèmes dans la zone comme le manque d'eau et d'électricité et comptent sur l'appui des autorités pour remédier à la situation. Propos recueillis par Ndiaye Ndiaye et Sérignan. Le Magal que nous célébrons, c'est sur le ndigal de Serigne Cheikh Mbacké Madina. Nous le célébrons il y a plus de 20 ans. Et ce Magal, c'est la Fédération nationale d'Islam d'Areni qui est à la tête de cette organisation. Nous avons un comité d'organisation, un comité de pilotage dirigé par Cheikh Mbacké Diop et qui a fait, n'est-ce pas, le tour de toutes les familles religieuses à Touba pour les informer du Magal. Donc, en gros, voilà ce qui nous a poussé à faire ce Magal sur l'île de Cheikh Mbacké Madina. C'est un village qui est à 18 km de Boulal et c'est un village qui est à 18 km mais dont la piste n'est pas goudronnée. Donc ça, c'est des difficultés vraiment qui font que les gens s'y rendent difficilement. L'eau, il y a un manque d'eau. Bon, l'électricité, comme l'a dit Bassirou, bon, les poteaux sont installés, mais le courant n'est pas encore arrivé. Donc tout ça, c'est des manquements. La case de santé n'existe presque pas. Donc nous lançons un appel au gouvernement pour que Tcheyen, qui fait partie des demeures de Serigne Touba, c'est une localité que l'État doit vraiment
accorder minimum pour son développement. Les élections générales du Ghana ont eu lieu ce samedi 7 décembre 2024. Ces élections incluaient l'élection présidentielle et les législatives. Les premières tendances placent l'ancien président John Dramani Mahamadou en tête de liste. L'ancien président John Dramani Mahama, candidat du National Democratic Congress NDC, a été déclaré vainqueur face à son principal rival Mahamadou Bawumia du New Patriotic Party NPP actuellement au pouvoir. Mahama a devancé Bawoumi avec une marge significative de plus d'1,5 million de voix. Selon les premières tendances, Bawoumi a reconnu sa défaite et félicite Mahamadou. Les résultats officiels complets sont attendus. Soupe John Dramani Mahama a été président entre 2012 et 2017 et revient avec des promesses de réformes économiques, notamment la renégociation d'un plan de sauvetage du FMI. Il est perçu comme une alternative au gouvernement sortant critiqué pour sa gestion économique. Le scrutin organisé dans un contexte économique difficile a attiré une participation significative, bien que des tensions ponctuelles aient été signalées. Moins de 2 semaines après le début de leur offensive fulgurante en Syrie, les rebelles emmenés par le groupe islamique radical Hayat Tahrir al-Sham sont entrés dans la nuit de samedi à dimanche à Damas et affirment, tout comme l'Observatoire syrien des droits de l'homme, que le président Bachar el-Assad a fui la Syrie. Le Premier ministre, lui, se dit prêt pour toute passation de pouvoir et à coopérer avec le leadership qui choisira le peuple. Aïssatouba. Le 27 novembre, une coalition de rebelles menée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham a lancé une offensive à partir de son fief à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, s'emparant des dizaines de localités et des villes stratégiques, et de Hama dans le centre. Le 7 décembre au soir, ils ont pris le contrôle de Homs, la 3e ville du pays, puis sont entrés dans Damas dans la nuit de samedi à dimanche. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres, et plusieurs groupes rebelles ont annoncé la fuite de Bachar el-Assad à l'étranger. Resté en Syrie, le Premier ministre Mohamed al-Jalali lui se dit prêt pour toute procédure de passation de pouvoir et à coopérer avec tout nouveau leadership choisi par le peuple. Quelques heures avant ces événements, des dirigeants turcs ont rencontré leurs homologues iraniens et russes à Doha au Qatar dans la journée de samedi. Les 3 pays sont parties prenantes dans le processus d'Astana, mis en place en 2017 dans le but de mettre fin à la guerre civile en Syrie. À l'issue de la réunion, Ankara se dit souhaiter le retour de la paix en Syrie. De son côté, l'ONU a appelé à éviter un bain de sang dans le pays. En 12 jours d'une contre-offensive éclairée, les rebelles ont mis à 53 ans de règne de la dynastie Assad. Installé au pouvoir par accident en 2000, Bachar el-Assad n'a pas eu d'autre choix que de quitter la Syrie au terme d'une offensive éclair de plusieurs factions. Merci beaucoup Aïssatouba. C'est d'ailleurs même cet élément qui met fin à ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui assure la coordination et la réalisation, à la partie technique Moussa Diouf, Issa Diakhachi, au montage Mansour Ndiaye, sous la supervision et la réalisation d'Ali Mangassa et toute la rédaction. L'info revient demain à 13h avec la grande édition de la mi-journée en Wolof. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la match de la télé. Chez TV. À demain.